Bonjour à tous, vous êtes sur Be Smart for Change. Je vous retrouve aujourd'hui depuis la 3e édition de M&A Stories, le grand événement des fusions-acquisitions en France, avec les grands donneurs d'ordre de nos corporates, les Head M&A qui se retrouvent pour une journée de conférences et évidemment de rencontres. Alors, cet événement, comme vous le savez, est organisé en partenariat avec l'ARFA, l'association des responsables en fusion-acquisition. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau pour cette toute première interview, Jonathan Marsh, son président. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Ouais, très bien. 3e édition déjà? Oui, ça passe vite, hein, mais c'est devenu vraiment l'événement phare pour notre association et nous sommes ravis de pouvoir co-organiser avec Decidor Finance Corporate. Merci beaucoup. Aujourd'hui, une centaine de membres à l'ARFA? Une centaine, oui. Alors, nous pensons avoir à peu près les 2/3 du marché en termes de vrais patrons M&A des grands groupes. Maintenant, nous avons de plus en plus de ETI ou de sociétés contrôlées dans le privé qui ont également leur fonction M&A. Et donc, nous souhaitons leur parler de l'ARFA et voir dans quelle mesure ça peut être intéressant pour eux et pour nous qui rejoignent également notre réseau. Et on a aujourd'hui, je le vois dans notre programme, des Head M&A effectivement de boîtes sous LBO qui sont là également. Donc, on va dire que l'ARFA ne s'arrête pas d'aller chercher les talents. Oui, et c'est très intéressant de rencontrer donc, ces rencontres entre sociétés cotées, sociétés sous LBO, sociétés privées publiques, grandes entreprises et plus ETI, ça crée des discussions extrêmement intéressantes. Donc l'ARFA, le but, c'est de porter la voix des directions M&A, j'imagine de leur permettre de se rencontrer, de se former, d'échanger. Hein. Qu'est-ce qui, en 2025, empêche de dormir un directeur M&A? Là, on a vu, d'ailleurs, ça fait partie des thématiques de cette conférence aujourd'hui. Avant, on parlait de cycle économique et on pouvait anticiper et on avait 7-8 ans pour travailler dans un cycle particulier. Aujourd'hui, c'est pas tellement des cycles, mais ce sont on se réveille le matin et on découvre qu'il y a des tarifs énormes où le dollar va se déviser de 10%. On va peut-être remplacer le dollar par le Bitcoin. Bon, évidemment, il y a des guerres, mais les guerres sont de plus en plus longues, on va dire. Ces problèmes d'échange commercial entre l'Asie et les États-Unis qui crée une atmosphère, on va dire, d'instabilité générale. Et donc, c'est l'incertitude qui fait le plus de mal au M&A en 2025? Et puis oui, parce que quand on étudie d'orienter géographiquement une stratégie de croissance externe, ça peut avoir un impact déterminant. Il y a également des tendances long terme qu'il faut intégrer, comme la chute démographique ou le surendettement des pays, hein, non seulement en Europe, mais aux États-Unis. Le taux d'intérêt payé par les pays de l'OCDE pour leur dette souveraine a un impact direct sur le taux d'intérêt qu'on peut être amené à payer dans une LBO ou acquisition finance. Et donc, plus on paie en intérêt, moins est valorisée la cible qu'on souhaite acheter. Donc, ça aussi, ça peut devenir un frein, ou en tout cas, ça nous amènera peut-être à être plus sélectif dans le choix de nos acquisitions. Et qu'est-ce que vous leur dites, vous, en tant que président de l'ARFA, à ces directions M&A en ce moment, quand vous leur parlez? Quels sont les messages que vous leur transmettez? Je pense qu'il faut être agile et prêt à s'adapter à ces environnements chaotiques.
Je pense qu'il faut aussi, c'est intéressant d'agir, de réfléchir un petit peu aussi comme un trader, c'est-à-dire quand on a une position perdante et qui n'a pas de perspective moyen terme de relever, bon, des fois, il faut peut-être accepter de vendre une petite perte, hein, de réduire. Les multiples d'il y a 5 ans ne sont plus applicables aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on doit pour autant garder l'actif dans un perspective, ou est-ce qu'il faut peut-être le vendre à une perte, ou pas forcément une perte, mais moins bien valorisée qu'on le souhaitait, pour ensuite redéployer cet argent dans des secteurs plus prometteurs. La direction M&A, elle est au cœur justement de ce pilotage stratégique, un peu, on va dire, à vue, puisque l'incertitude touche tout le monde. Est-ce que plus que jamais, la direction M&A est proche de la direction générale? Je pense qu'aujourd'hui, la direction générale, elle travaille vraiment main dans la main avec la stratégie et la fonction M&A lorsque c'est séparé, parce que il y a les questions de faisabilité, mais aussi il y a énormément d'intelligence que la fonction M&A obtient du marché. Merci beaucoup, Jonathan. On continue nos interviews dans un instant sur cette émission spéciale pour M&A Stories. Merci encore une fois pour votre présence. Longue vie à l'ARFA et on se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Merci Mathieu. Merci.